Je suis ravie de vous rencontrer encore une fois de plus pour le cadre de ce programme Le Point qui revient ce soir avec Patrick Kanga qui est membre du PPRD, mais aujourd'hui il intervient comme analyste politique. Avec lui, nous ferons le point sur les consultations politiques, les élections, mais également le dialogue. Patrick Kanga, bienvenue. Merci madame. Merci de répondre à notre invitation. On est toujours disponible pour vous. Alors, quelles sont les nouvelles au niveau du PPRD? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez faire des analyses de manière objective, mais ça se passe bien au PPRD? J'ai toujours fait des analyses de manière objective, et seulement aujourd'hui, vous avez voulu nous recevoir en tant qu'analyste politique pour que nous portions nos analyses de manière plus étendue. Et ça ne nous empêche pas, parce que de toute façon, même lorsque vous nous recevez en tant que membre du PPRD, nous avons des analyses. Mais aujourd'hui, peut-être que ces analyses seront plus étendues, il y aura peut-être plus de questionnements et vous avez préféré que nous soyons là en tant qu'analyste politique. Okay. Mais mon parti, auquel j'y ai adhéré librement, je crois que se porte très bien et que toutes les choses vont bon train au niveau du PPRD. Avec le nouveau secrétaire général, tout va bien? Tout va bien. Ça s'accorde déjà? Tout va bien, madame. Tout va bien. Tout va très bien. Tout va bien. Ok. Le chef de l'État est en train de consulter les membres, les acteurs politiques de la société civile et dernièrement même, il a reçu les jeunes, pas seulement du PPRD, mais les jeunes de la nation représentés. Et qu'est-ce qui arrivera lorsque tout ce préalable, tout ce qu'on est en train des propositions qu'on est en train de faire au chef de l'État, qu'est-ce qui arrivera lorsque cela ne sera pas mis en pratique? Parce que nous l'avons vu avec les concertations nationales. Vous me voyez très mal à l'aise de vous dire ce qui arrivera à la fin des consultations qui sont initiées par le chef de l'État. Donc je ne peux pas vous prédire à l'avance ce que le chef de l'État pensera de la conclusion à donner à ces consultations. Mais tout au moins, je peux vous dire que, au regard des analyses que nous pouvons porter sur la tenue de ce dialogue, mais il y a bien la nécessité d'avoir un consensus autour de ces discussions qui tournent nécessairement sur l'organisation des élections, l'organisation apaisée des élections. Et bien évidemment, ces discussions devront, cela est la volonté de tous, aboutir à ce que nous ayons un consensus là-dessus. Et cela est la volonté, je crois, de toute la population congolaise. Oui, mais ces consultations tournent autour des élections, bien entendu, puisque vous l'avez souligné, tournent autour de financement des élections, l'enrôlement de nouveaux majeurs, la sécurisation du pays. Est-ce que tout cela nécessite à ce qu'on puisse consulter les uns et les autres? Est-ce que le gouvernement et la CENI ne peuvent pas trouver de solution à cela? Le président de la République est la personne qui a tous les éléments de la République. Il dispose d'un champ de mire qu'aucune autre personnalité politique dans ce pays a. Et lorsque, au regard des éléments qui sont à sa disposition, tenant compte des élections que nous avons eu à tenir dans le passé, en 2006, en 2011, aucune de ces élections n'a été dépourvue des violences. En 2006, nous avons eu des élections qui a occasionné une petite guerre aussi à Kinshasa. Nous avons connu des morts innocents. Nous avons connu des enfants qui n'allaient pas à l'école. Et la situation qui avait succédé aux élections était une situation très difficile. Pareil pour 2011. En 2011, nous avons eu des élections à Kinshasa. Le président de la République, qui devait même clôturer sa campagne avec un grand meeting au niveau du stade, les militants étaient déjà en train de venir pour entendre l'adresse du chef de l'État, n'a pas pu le tenir parce que la situation sécuritaire ne le permettait pas. Nous avons des députés nationaux qui n'ont pas pu battre campagne, dont la seule vie résulte de l'intervention des forces de sécurité, des FARDC, de la police, et même quelquefois des unités de la MONUSCO. Voilà les contextes dans lesquels nous avons fait les élections de 2006 et de 2011. Mais là, nous allons grandir dans l'apprentissage que nous faisons des élections. Ce sera la troisième élection. Est-ce que l'on doit continuer à vivre des situations d'une aussi intense insécurité chaque fois que nous allons aux élections, qui est en principe la fête de la démocratie, qui est en principe un moment de joie où le peuple
va désigner en toute quiétude, en toute liberté, les personnes dont il estime avoir la gestion de la Res Publica. Mais dès l'instant, et ça, c'est une parole qui sort du chef de l'État lorsqu'il nous a reçus, dès l'instant où, dans le subconscient de l'homme politique congolais, l'on ne se considère pas comme adversaire politique, mais ennemi politique, nous sommes déjà dans un contexte d'insécurité de ce scrutin. Le processus électoral est déjà empreint d'insécurité, parce que déjà, nous ne nous considérons pas comme adversaires politiques, nous ne confrontons pas nos projets des sociétés, nous ne disons pas ce que nous allons faire de meilleur par rapport à celui qui était là avant, mais on dit que pas lui, parce que c'est mon ennemi, je peux même attenter à sa vie pour que je prenne sa place. Non, n'allez pas dire des choses que les autres ne disent pas. Mais non, je vous dis d'abord, dès l'instant où nous sommes en train de nous considérer de cette manière-là, les élections ne peuvent pas se faire de manière sécurisée. Mais justement, la crainte, c'est aussi le glissement. Mais avec l'IDPS a opté pour le dialogue, mais du coup, le président de la République occasionne des consultations présidentielles et qui, en ce moment-là, gagnent encore du temps. Alors que le temps joue déjà contre la nation. Est-ce que le fait d'organiser les consultations avant les dialogues n'occasionne pas un glissement technique en ce qui concerne les élections? Madame, en tout cas, je vous félicite pour les mots. Glissement technique, glissement, je me demande bien effectivement ce que ça veut dire, glissement. Madame, le président de la République tire sa légitimité, non pas des consultations, mais des élections qu'il y a eu dans ce pays, des élections pluralistes, démocratiques et ouvertes à toute la population congolaise. C'est de là qu'il tire sa légitimité. Lorsqu'il estime, parce qu'il, lui, il a un devoir de responsabilité par rapport à la population congolaise, parce que le contrat qu'il a signé en prêtant serment en 2011, c'est avec la population congolaise. Donc, il a le devoir de veiller à ce que la paix dans laquelle vous et moi vivons soit préservée. Il a le devoir de veiller à ce que celui qui est aujourd'hui à Kinshasa prenne son avion calmement pour aller à Goma, situation dont il n'a pas hérité lorsqu'il a eu le pouvoir. Il a le devoir d'y veiller. Et même après lui, il doit veiller à ce que la situation demeure comme telle. Lorsque les éléments en sa possession ne lui font pas dire qu'il y a dans l'avenir la pérennité ou la continuité des éléments de stabilité, mais il a le devoir d'entendre et d'écouter pour que les vues puissent être arrondies. Et là, quand vous parlez automatiquement de glissement, c'est une manière vraiment simpliste de voir les choses, parce que ne pas dialoguer résulterait de quoi? Qu'est-ce qui fait que dans un État, les acteurs politiques ne puissent pas dialoguer? Mais dialoguer et consultation sont là deux choses différentes. Madame, mais quel est votre avis sur le fait que l'honorable Congo, s'il vous plaît, l'honorable Kondo pense que les consultations les plus importantes sont celles que le chef d'État devrait avoir avec le gouvernement pour le financement des élections? Quel est votre avis là-dessus? Madame, il faut contextualiser les choses. Les consultations initiées actuellement ne tombent pas de nu. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a eu les concertations nationales. Plusieurs partis de l'opposition, la société civile, ont pris part à ces concertations. Une frange de l'opposition. Plusieurs étaient reçus sur votre plateau, CVD, Coalition pour le vrai dialogue. Ça ne vient pas du président de la République, ça vient de l'opposition. Ils ont insisté, martelé sur l'aspect selon lequel nous devions avoir un dialogue, un vrai dialogue selon eux. Et ils ont continué à insister. Et le président de la République a désigné un fonctionnaire de l'État pour aller leur demander, est-ce que vous voulez vraiment du dialogue? Ils acceptent le dialogue. Le chef de l'État dit, ok, allons alors au dialogue, dites ce que vous avez à me dire. Et lorsqu'on tient ce dialogue, les mêmes personnes se rébiffent
et ils deviennent le pourfendeur de ce qu'eux-mêmes ont demandé. Voilà, Madame, il y a une question là de logique et de sérieux. Il faut que nous fassions la politique avec un peu de sérieux, madame. Il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame. Quand on parle de dialogue, c'est une conversation. Les opposants n'ont rien à dire au président de la République. Ils ont des choses à converser. On est bien d'accord avec ça. Parce que justement, l'opposition politique ne veut pas que ces dialogues se fassent de cette manière-là, que ce ne soit pas le président de la porte-parole de l'opposition qui convoque le dialogue. Parce Madame, que jusque-là... l'accord d'Addis Abeba tant clamé dans plusieurs scandes, la paternité, de l'origine des discussions au Congo, c'est comme si les premières discussions que nous avons eues n'ont été que le fruit de la communauté internationale. Nulle part dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on dit que le dialogue qu'il doit y avoir en RDC doit avoir pour médiateur M. Martin Kobler ou encore une autre personnalité internationale. Nulle part. Ça encore, c'est une imagination infondée. Nulle part on le dit. Tout ce que les gens disent, cela se base sur quoi? On sous-tend ces propos par rapport à quoi? Pour que deux Congolais dialoguent à quelques jours de notre 53e anniversaire de l'indépendance, pour que nous discutions sur l'avenir, sur l'essentiel de notre pays, 53 ans après, il faut que M. Martin Kobler puisse être le trait d'union entre les Congolais. Et vous acceptez cela? Vous trouvez cela normal? Mais il faut dire pour un État, jusque-là, aux États-Unis maintenant, il y a des morts, il y a racisme, il y a des Noirs qui sont tués tous les jours. Est-ce qu'on a appelé un Africain pour parler, pour méditer, pour faire la médiation entre les Blancs et les Noirs des États-Unis? Ok, mais jusque-là... Un peu de fierté, madame. Jusque-là, il n'y a que l'UDPS qui accepte les dialogues. Parmi les trois grands partis de l'opposition. Les grands partis, les partis de l'opposition. L'UNC également madame, est en train de bouger. Le MLC, M. Thomas Louak était reçu avec M. Germain Kambinga. Ils étaient reçus. Ils sont du MLC. Élus du MLC. Ancien porte-parole du MLC. Je reprends. Le MLC, l'UNC boudent le dialogue. Le parti au pouvoir n'a que l'UDPS qui a accepté partis politiques. Les trois partis, les trois grands partis de Ntsemi est une personnalité importante de ce pays. Il a été reçu. L'archevêque Mosengo a été reçu. Monsieur Steve Mikaï a été reçu. Il fait même partie du groupe parlementaire UNC et alliés. Monsieur Steve Mikaï a des députés à l'Assemblée nationale. Le souhait, c'est que tout le monde puisse participer lorsqu'il s'agit du Congo. Mais lorsque 2 personnes, 3 personnes ne veulent jamais dialoguer, demandent chaque fois une chose, et son contraire, calendrier global à calendrier partiel à calendrier global, on ne sait pas ce que les gens veulent exactement. Tout le monde veut aller aux élections. Le président de la République l'a dit en premier. Mais lorsqu'il faille aller vraiment aux élections, on voit que les gens se rébiffent. Vous demandez un calendrier global, ça sort même pas 2 jours, on tue l'œuf au-dedans du ventre de sa mère. Parce que là, au même moment où vous demandez le calendrier global, ça sort même pas 2 jours. Les gens passent déjà pour dire que c'est un calendrier irréaliste. On dit que, voilà, dans ce pays, on a besoin que des élections présidentielles. Les élections locales, municipales, urbaines, n'ont aucune valeur dans ce pays. Okay. Or, les jeunes comptent sur les élections locales pour se voir être responsabilisés par rapport à leur commune, leur ville, leur quartier. Et le développement, je vais chuter, madame, excusez-moi, le développement de ce pays ne sera possible qu'avec une décentralisation effective. Et la décentralisation effective sera tributaire, notamment de l'organisation et de la tenue de ces élections-là. Parce que l'architecture constitutionnelle de la Constitution du 18 février 2006 repartit le pouvoir de manière claire. Le président de la République, quoique ayant les pouvoirs les plus importants, n'a pas l'entièreté des pouvoirs de ce pays. Donc certains problèmes ne relèvent pas de son pouvoir. Alors il faut donner à tous ceux dont la Constitution a prévu le pouvoir que la Constitution leur reconnaît. D'où l'importance de l'organisation des élections locales, urbaines et locales. Ça ne tombe pas de nu. Ce n'est pas un argument politicien. C'est pour le développement de ce pays. Et la démocratie ne vaut que lorsqu'elle apporte le développement.
Ok. Voilà. Parce qu'on comprend par là que vous faites foi aux opposants qui ont pris part aux consultations Je présidentielles. ne fais pas foi. On- Ça, c'est trop dire. On comprend. Je constate qu'ils étaient là, c'est tout. Alors, ces opposants ont proposé une transition de 3 ans. Est-ce que le passé ne nous Quels enseigne-t-il opposants? pas, les opposants dont vous faites foi, est-ce que le passé ne nous renseigne-t-il pas? Est-ce que ça ne sera pas les concertations bis finalement, puisque l'UDPS ne participe pas, l'UNC non plus, le MLC de F. Bazaïba ne participe pas non plus. Ben, le MLC de M. Thomas Louaka était là. Bon, ça, c'est un débat interne au MLC. Je ne veux pas m'y ingérer. Mais écoutez, madame, je ne veux pas aller dans les procès d'intention. Les opposants, les confessions religieuses importantes de notre pays qui ont été reçues ont fait des propositions. Je vous parle de 3 ans proposés par ces Madame, opposants. c'est une proposition. Est-ce que n'est-ce pas un éternel recommencement? Je n'ai pas eu vent de cette proposition-là. Je ne peux pas la commenter. Mais les opposants qui ont fait cette proposition-là l'ont faite en toute liberté. Je ne vois pas pourquoi je vais altérer leur réflexion. À qui profite-t-il cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Il n'est pas question de profit. Il est question de préserver la stabilité. C'est une proposition qu'une entité de l'opposition a faite, dont je n'ai pas connaissance. Je ne vais pas la commenter. Mais je constate que la liberté d'expression dans mon pays est garantie. Chacun aujourd'hui dans ce pays exprime ses points de vue librement. Ben, le débat doit être libre. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. D'accord. Alors après la tentative de révision constitutionnelle et la loi électorale, est-ce qu'on peut cette fois-ci croire à la bonne foi de membres de la majorité présidentielle? Je ne comprends pas votre question. Après la tentative de la révision constitutionnelle, la tentative de la loi électorale, de la révision de la loi électorale, est-ce que cette fois-ci on peut croire, faire foi à la bonne volonté de la majorité présidentielle? Madame Wawina, je ne sais pas dans ce pays, la RDC, votre pays, mon pays, s'il y a eu tentative de révision constitutionnelle. Une tentative, elle aurait pu se justifier s'il y avait un projet de loi portant sur la révision constitutionnelle ou une proposition de loi portant sur la révision constitutionnelle. Or, à mon entendement, à ce que je sache, jamais le bureau de l'Assemblée nationale n'a eu à nous dire qu'il était en train d'étudier un projet relatif à ces questionnements-là. Donc cela relève encore d'un procès d'intention et d'une intoxication. La loi électorale, voilà. La loi électorale, j'étais ici avec vous dire que lorsqu'on parlait de conditionnalité, c'était une chimère. Je vous ai même laissé le projet de loi, je vous ai même laissé le canevas de l'ONIP. Vous l'avez lu, certainement. Et certainement que vous y avez trouvé que tout ce que les gens disaient relevait d'une imagination absolue. On n'a jamais conditionné les élections. Mais aujourd'hui, la vérité ressurgit. Les mêmes veulent faire de l'enrôlement des nouveaux majeurs un argument politicien. Mais ces nouveaux majeurs-là, on va les comptabiliser comment? Avec le doigt? En les comptant? Ils seront inscrits dans le fichier électoral. De quelle manière? De quelle manière? L'ONIP, la mission de l'ONIP, c'était notamment cela, d'identifier et d'actualiser le fichier électoral. Les mêmes opposants ont refusé, parce que pensant certaines choses, ont refusé que l'ONIP puisse faire son travail. Ont refusé que l'ONIP puisse identifier la population. Ont refusé que l'ONIP puisse donner la chance aux nouveaux majeurs de pouvoir voter lors des futures élections. Je vous parle de la bonne foi de la majorité présidentielle. Est-ce que nous pouvons faire confiance à cette majorité cette la majorité présidentielle est partie... Parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'intervention de la communauté internationale, elle est frustrée, cette majorité présidentielle. La majorité présidentielle est partie aux élections. Elle n'est pas celle qui organise les élections. Mais la communauté internationale, si elle veut aider la République démocratique du Congo par rapport aux élections, même si les élections relèvent de la souveraineté de notre État, mais s'ils veulent contribuer, qu'ils le fassent. En 2011 déjà,
Les élections ont été Nous ne faites sommes pas encore dans les en élections, nous parlons de 2011. consultation et du dialogue. Vous avez parlé de l'organisation Puisque- des élections. Puisque vous, la majorité, puisque vous avez organisé les concertations nationales, et maintenant on parle de consultation et après on parlera du dialogue, je veux savoir, est-ce que cette fois-ci, après la tentative, bien que vous ne voulez pas l'admettre, de la révision de la Constitution et de la loi électorale, est-ce qu'on peut faire foi à cette majorité présidentielle cette fois-ci? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'intervention dans tout ce processus de la communauté internationale, la majorité est frustrée. Elle n'est pas frustrée. Cela D'ailleurs, ne constitue pas je sais un pas, blocage. là, je venais de vous dire il n'y a pas eu de tentative, mais là vous revenez là-dessus, vous dites que révision de la loi électorale a bien été actualisée. L'article 8 qui supposait être empreinte de certains germes de problèmes a été simplement élagué parce qu'on ne voulait pas que l'intoxication qui avait déjà pris un certain vent puisse continuer dans la vie de Kinshasa. Elle a été élaguée de quelle manière? Elle a été élaguée de la manière tous. dont vous savez. Nous le savons tous. Le Sénat, en deuxième lecture, a donné son avis et le Parlement, Après l'Assemblée, la pression l'Assemblée populaire, on ne va pas nationale. s'interniser. Après la pression populaire, il y a elle a eu- été élaguée après, suite à la pression Il y populaire. avait une perception des choses qui n'étaient pas claires. Il fallait sauver des vies humaines. Entre la vie humaine et certaines choses, la vie humaine a un caractère suprême. Et tant qu'il y avait une intoxication sur certains aspects de cette loi, il fallait préserver d'abord la vie humaine. Et c'est cela qui est plus important. Ben voilà, on va parler d'élections. Déjà, le 15 juin dernier, la CENI devait en principe publier la liste provisoire de candidats à la provinciale, mais cela n'a pas été fait. Est-ce que ce retard n'occasionne-t-il pas de perturbations quant au calendrier global? Bon, je ne sais pas. Je suis toujours très mal à l'aise lorsque vous me posez des questions sur le fonctionnement de la CENI, qui est un organe indépendant. La CENI a publié un calendrier. Je crois qu'elle va s'astreindre à respecter son calendrier. Si des difficultés il y a, certainement il nous fera part d'un réaménagement. Mais cela relève de ses prérogatives les plus absolues. Mais puisque vous parlez, je vois très mal à l'aise, parce que vous intervenez en tant qu'analyste politique, vous êtes censé intervenir sur tous les dossiers politiques. Non, ce n'est pas un dossier politique, c'est un dossier technique. C'est un dossier technique. L'organisation des élections ne relève pas de la politique politicienne, elle relève d'une certaine technicité dont nous avons dévolu la compétence totale à la CENI. Ce n'est pas une question purement politique. Mais les élections, de manière globale, si nous pouvons donner un point de vue sur les élections, écoutez, nous pensons que les élections sont très importantes pour notre démocratie. Pour notre jeune démocratie, les élections sont très importantes. Mais la stabilité, elle est essentielle. Et je crois que les choses doivent aller de pair. Organiser des élections qui vont faire en sorte que les deux facteurs puissent demeurer. Parce que si... Et en ce qui concerne les 700 doublons qu'on a pu constater dans les chefs de candidature, que doit-on faire? Le radier simplement? Je pense que la CENI doit prendre toutes les mesures qui s'imposent en la matière. Toutes les mesures qui s'imposent en la matière. Cela relève totalement de ses compétences. Il faut que nous ayons l'habitude, dans notre pays, de reconnaître à chaque instance, à chaque institution, les pouvoirs qui lui sont reconnus. La CENI a la latitude totale d'agir en cette question, qu'elle agisse comme la loi demande qu'il puisse le faire, qu'il puisse la faire. Mais voilà, alors le gouvernement qui parle tout le temps de la croissance macroéconomique, pourquoi ne nous dit-il pas exactement le budget alloué aux élections? Mais je crois que le président du Sénat a eu à nous dire qu'il sortait des consultations. Le président du Sénat ne fait partie du gouvernement. Non, moi je me réfère à lui. Je ne dis pas qu'il fait partie du gouvernement. Mais moi je vous parle de gouvernement qui parle tout le temps de la croissance macroéconomique. Moi non plus je ne fais pas partie du gouvernement. Moi non plus je ne fais pas partie du gouvernement. Mais je sais qu'il y a des moyens qui sont en train d'être mis à la disposition de la CENI, mais qui ne sont pas à la hauteur de l'attente de la CENI. La CENI a besoin de 1,5 milliard de dollars, ce qui est énorme au regard de nos priorités, au regard de nos pesanteurs de développement. Et il faut que nous mettions cet argent à la disposition de la CENI. Mais est-ce que nous les avons, cet argent? Ça prend le 1/3 de notre budget.
Est-ce que, je pense que, madame, vous êtes de la société civile, en tant que journaliste. Des fois aussi, il faut faire des sondages, il faut que l'on se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il est normal que nous organisions des élections avec un mode de scrutin? Je vous ai même suivi une fois avec un ami, M. Papi Pungu, qui vous parlait d'un autre mode de scrutin que nous pouvons imaginer. Et moi, j'adhère à cette pensée. Parce que, est-ce que nous pouvons considérer ça normal que nous ayons des élections qui nous coûtent le 1/3 de notre budget, alors qu'à Bikoro, alors qu'à Kalemi, mais le MIA, il y a encore des problèmes ont de été développement. rabattus à 900 millions de dollars. 900 millions, c'est beaucoup pour la RDC, madame. Mais pourquoi le gouvernement continue-t-il à parler de la croissance macroéconomique? Est-ce qu'il ne s'agit pas là de la mauvaise foi? Madame, quel est le lien que vous faites entre la croissance économique et l'organisation des élections? Vous parlez des deux choses qui sont diamétralement opposées. La croissance économique de la RDC n'est pas là pour que nous puissions investir cet argent totalement aux élections, madame. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité en ce moment? La priorité de la RDC, c'est la reconstruction, le développement social surtout, l'amélioration du social de nos parents fonctionnaires, trouver l'emploi pour les jeunes étudiants qui sortent de l'université, mettre à la disposition de toutes les provinces des universités qui sont en conformité avec la vision de notre pays. C'est cela qui est essentiel. Les élections sont certainement très importantes, mais le développement, la stabilité sont essentiels pour la RDC. Les élections, si on doit faire une analogie, les élections ressemblent au corps, à notre corps. Mais la stabilité, c'est l'esprit. Et un corps sans esprit, aussi beau soit-il, est un corps qui n'est pas utile. Donc nous devons faire en sorte que la stabilité, qui est l'élément de base, qui est le fondement à l'émergence d'un pays, puisse être préservée. Et ça, madame, vous les journalistes, vous devez aussi insister là-dessus. Parce que lorsque vous voyez la situation des pays tels que la Libye, tels que le Burkina Faso, tels que la République centrafricaine, aujourd'hui, c'est des situations déplorables. Tout ça, c'est parce qu'il y a instabilité. Quand il y a instabilité, il n'y a pas investissement, il n'y a pas emploi, il n'y a pas la paix, il n'y a pas circulation des biens, et le pays se meurt. On comprend par vous dire que les élections ne sont pas aussi importantes que nous le pensons. J'ai dit les élections sont très importantes, mais la stabilité est essentielle. Les élections ne sont pas prioritaires, vous voulez dire? J'ai dit les élections sont très importantes, mais pas prioritaires. Mais la stabilité est essentielle. Je vous ai posé la question sur la priorité. Je vous ai dit ce que j'ai dit. Je vous ai posé la question sur la priorité. Je vous ai dit. Qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment, en ce qui concerne? Je vous ai dit ceci. Voilà ce qui est sorti de ma bouche. Les élections sont très importantes. La stabilité est essentielle. Vous pouvez établir la prééminence de l'un par rapport à l'autre de par votre jugement. Moi, je vous ai dit ce que j'ai dit. C'est très clair. Mais qu'est-ce qui occasionnera cette stabilité? N'est-ce pas les élections? Les élections apaisées. Ça reste les élections. Mais donc des élections apaisées. Elles sont très importantes. Elles sont très importantes. Alors le gouvernement devait en principe se focaliser là-dessus. Non. Non, là je ne suis pas d'accord avec vous. Et nous dire le budget alloué exactement pour les élections. Il ne faut pas dire que le gouvernement... Ben, si, il faut dire aux fonctionnaires de notre pays, aux étudiants, il faut dire à la maman maraîchère qui est au fin fond du pays, que voilà, le gouvernement depuis 2011 ne doit pas investir dans le développement, dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité. Si aujourd'hui vous et moi faisons cette émission sur B1, une très belle chaîne, un beau plateau, c'est parce qu'il y a des militaires, en ce moment aussi, qui sont en train de veiller à ce que ce pays ne puisse pas faire le frais d'une invasion quelconque. Et nous devions aussi armer, je vais peut-être me répéter, nous devions armer notre armée, l'équiper, et tout ça demande de l'argent. Lorsque nous étions attaqués par les M23, il fallait débourser aussi des fonds. Mais s'il fallait qu'on laisse les M23 arriver jusqu'à Kinshasa, parce qu'on devait organiser les élections en 2016, alors cette question, il faut la poser à la population. Et je pense que sa réponse sera cinglante par rapport à ce que vous pensez. Ben voilà, très bientôt, le Parlement va organiser, il y aura une nouvelle session extraordinaire en ce qui concerne la loi sur la répartition des sièges, notamment au local. Est-ce que le fait que les opposants boudent cette session extraordinaire n'occasionne-t-il pas en ce moment un blocage, puisque
On a l'impression que le Parlement ne voit pas déjà le déficit de temps qui se pointe à l'horizon. Mais ce n'est pas toute l'opposition. J'ai suivi Maître Loumeya, je crois, qui a dit que cette question-là n'a pas été débattue au sein de l'opposition. Donc il y a une partie de l'opposition qui estime nécessaire de bouder ce pourquoi ils sont payés par le contribuable congolais. Il y a une partie de l'opposition qui estime qu'elle doit participer à cette plénière. Donc je ne veux pas là m'immiscer dans une affaire interne de point de vue de l'opposition, mais je sais simplement vous dire que ça n'engage pas l'entièreté de l'opposition. Voilà, on va parler de découpage territorial à quelques jours. Ça sera le 30 juin, d'où, en principe, la RDC devait passer de 11 à 26 provinces. Est-ce que cela sera-t-il effectif? Je le pense, je le souhaite. Par quels moyens? Mais je crois que les moyens... Il y a une commission qui avait été mise sur pied par le Premier ministre à cette fin. J'ose croire que le Premier ministre a eu à faire ce qu'il devait faire par rapport à cela. Et nous espérons que cette commission fera le travail qu'on attend d'elle pour rendre cette volonté du constituant de 2006, inscrit dans la Constitution de 2006, en son article 2, qui dit que la République démocratique du Congo est composée, plus la ville de Kinshasa, de 25 provinces. Je pense que la Commission devra faire son travail et qu'elle est déjà en train de la faire. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que ce découpage territorial va occasionner un chaos en ce qui concerne les élections? Je ne sais pas faire le lien entre... Si tel est le cas, alors ces personnes-là auraient dû le dire depuis 2006. Parce que cette réalité constitutionnelle-là est bien inscrite dans notre Constitution depuis 2006. Il y avait un débat qui était ouvert et qui peut être réouvert sur la révision constitutionnelle. Les gens ont dit non, on ne réfléchit pas, on ne pense à rien, ne touche pas ma Constitution, elle est telle qu'elle est, on ne dit rien là-dessus. Mais aujourd'hui, par rapport à cette question-là des 26 provinces, c'est aussi un débat qui aurait pu être fait dans les salons politiques. Moi, je pense que nous devons nous questionner sur l'essentiel que nous voulons nous déterminer par rapport à la RDC. Il ne faut pas qu'on ait un tabou, il ne faut pas censurer le débat de l'identité politique que nous voulons nous faire. Parce que lorsque chaque fois on censure le débat, lorsque chaque fois on dit que tel débat nous ne pouvons pas le faire, la réalité nous rattrape. Là, on est rattrapé par la réalité de l'inopérationnalité de l'ONIP. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs est en train de ressurgir. Aujourd'hui, il y a le questionnement sur la territorialité qui est en train de rebondir. Quand je parle de donc découpage, nous devons avoir découpage territorial le courage qui du débat. va enfreindre à l'organisation des élections locales, c'est-à-dire, est-ce que le gouvernement tient quand même compte que ce gouvernement qui veut en même temps dialoguer et poursuivre ce qui occasionne ce chaos? Madame, il n'y a pas de chaos dans ce pays. Là, c'est très... Je ne sais pas sur base de quoi vous dites qu'il y a le chaos ou bien ça va engendrer le chaos. Il y a des questionnements. Il y a des questionnements, c'est vrai, qui relèvent, qui ressortent de plusieurs communautés qui font de la RDC. Et je pense que toutes ces questions sont notamment l'occasion de pouvoir venir dire à celui qui est le numéro 1 d'entre nous, par notre volonté, le président de la République. C'était là l'occasion de dire tout ça, et pas dans la rue. Il y a autant d'éléments qui demandent qu'il puisse y avoir un dialogue permanent. Il y a des questionnements. Il n'y a pas de vue totalitaire, il n'y a pas de vue moniste. Tout est question à débat. Et voilà pourquoi le dialogue, si ce procédé deviendra le mode par lequel les acteurs politiques veulent transcender les problèmes, peuvent aller au-delà des clivages politiques, ce sera une bonne chose, parce que le dialogue n'occasionne pas de mort, le dialogue n'occasionne pas l'instabilité. Depuis qu'il y a consultation, je ne sais pas si ça vous a empêché de voyager, d'ailleurs vous venez de revenir, bon retour, mais ça vous empêche de rien faire. À moins que les gens veuillent avoir comme mode de résolution ou de prévention de conflits que les armes.
le dialogue, il y a des problèmes, il y a des Donc questionnements. on retient comme ça, comme Obé Minakou d'ailleurs, qui insiste à ce que l'installation de Vinci Province doit continuer. On retient L'installation des Vinci Province, on va au dialogue et on va aux élections locales. l'installation des Vinci Province n'est pas la volonté du président de l'Assemblée nationale. L'installation des Vinci Province est la volonté du constituant de 2006. Elle est bien inscrite dans notre Constitution. J'ai l'impression qu'il y a certains articles qui ont plus de valeur que les autres dans notre Constitution. L'article 2, on peut facilement s'en passer, voilà. C'est juste un article comme ça. D'autres articles, ce sont des articles dont Dieu a lui-même mentionné sa signature. Voilà. Tous les articles qu'il y a dans notre Constitution s'équivalent. Ce sont des articles qui sont contenus dans notre Constitution. Nous devons faire un effort de respecter notre Constitution. Mais est-ce qu'en ce moment, ça sera là? Et quand il y a un problème par rapport à la loi qui nous régit, ayons aussi le courage de débattre là-dessus. C'est ça un État indépendant, c'est ça l'esprit républicain. Mais justement, est-ce que l'État sera à mesure de payer les nouveaux cadres politico-administratifs, les 37 000 nouveaux cadres politico-administratifs? Je ne sais pas, les 37 000, vous les tirez d'où? Quelle est votre source? Parce que les provinces ont la responsabilité d'engager certains fonctionnaires. Il y a la loi sur l'administration publique décentralisée qui doit être votée au niveau du Parlement. Cela veut dire qu'il y aura des fonctionnaires qui seront pris en charge au niveau des provinces, au niveau des entités décentralisées de l'État. Donc le nombre n'est pas encore préétabli. Alors lorsque vous me dites les 37 000 fonctionnaires seront payés par qui? Mais les 37 000 là, vous les tirez d'où? De vos amis qui... Bon, bref, je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez, mais sachez qu'il y a une loi qui doit être votée sur l'administration publique décentralisée. Et chaque entité, au regard de ses ressources, au regard de ses richesses, toutes les provinces du Congo sont riches. Il suffit juste d'avoir un peu d'initiative. Chaque entité devra mettre les imaginations requises en œuvre pour prendre en charge ce que lui incombe l'État. Ok. Monsieur Patrick Kanga, vous êtes membre de la majorité présidentielle, mais surtout du PPRD. On insiste que vous avez intervenu en tant qu'analyste politique. Nous vous remercions de votre disponibilité. Je vous remercie. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. Nous revenons demain pour la rediffusion de cette émission, demain 7h15, mais également le vendredi à 23h45. Le prochain numéro, c'est le mardi à 20h30. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, bonne semaine à toutes et à tous.